Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le jeudi 2 avril 2026, nouvelle vidéo sur les cryptos. On a pas mal de choses à voir, les gars, sur la dernière semaine. Alors déjà, je sais même pas par quoi commencer. Déjà, au niveau graphique, vous allez voir que c'est juste parfait, encore une fois, ce qu'on a vu ensemble dans la dernière vidéo et ce qui, du coup, s'est produit. J'ai refait un tweet entre-temps, je sais pas si vous avez pu le voir sur Twitter, mais en gros, je vous ai parlé du fait que on envisageait une correction. Rappelez-vous, on envisageait qu'on vienne chercher la FG Daily pour ensuite corriger. Du coup, c'est exactement ce qu'on a fait. On est venu toucher la FG Daily, j'ai pu ajouter un peu de position, puis paf, on a commencé à bien dump à la baisse. On allait retourner chercher les 65 000 dollars, 64 000, il me semble même, 64, 65 000 dollars. Donc on a bien corrigé. Et derrière, du coup, j'ai fait un tweet pour vous expliquer que ce qu'il fallait privilégier, c'était plutôt un rebond, parce qu'en 4 heures, on avait une petite divergence, vous allez voir, au niveau du RSI qui se mettait en place. On avait aussi 2 FGDI à combler au-dessus de nous. Et vous allez voir que du coup, c'est extrêmement bien passé, parce qu'on a eu un petit rebond du coup qui s'est produit sur les derniers jours, sur les 2-3 derniers jours, avec la première FG qui a été comblée en daily et la deuxième FG qu'on vient de combler du coup dans la nuit et dans laquelle on vient tout juste de corriger de ces FG là. Donc je vais vous montrer un peu mon avis par rapport à ça. Est-ce qu'on a plus de chances de revenir plus combler cette FG ou est-ce que on peut désormais direct repartir à la baisse et du coup aller viser les 60 000 dollars. Voilà, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'en pense et surtout comment je me suis positionné par rapport à mes trades. Est-ce que j'ai ajouté de la position par rapport à mon trade? Est-ce que j'ai lancé un nouveau trade? Est-ce que je n'ai rien touché? Qu'est-ce que je compte faire par rapport à où est-ce qu'on en est actuellement? Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On va voir aussi un petit tour sur les news, parce que vous allez voir qu'on a encore, comme toujours, en fait, ce conflit entre l'Iran et l'US qui fait beaucoup parler, mais aussi, on a plus, j'ai l'impression, de news par rapport à Trump qui sortent que du conflit Iran-US, en fait. C'est fou que ça prenne le dessus sur le personnage qui a lancé ça que sur le conflit en lui-même. Et après, bon, justement, regardez, on commence directement par ça, il y a de quoi faire. Parce que, ouais, directement, on a Trump qui menace Cuba. Cuba est le prochain sur la liste au fait, mais faites comme si je vous en avais rien dit, s'il vous plaît. En gros, il dit, Cuba, c'est les prochains sur la liste, on va les allumer, mais voilà, faites rien, faites comme si j'avais rien dit, il n'y a rien qui se passe, circulez, il n'y a rien à voir. Et en fait, là, ce qui se passe au niveau de Trump, au niveau des US, c'est quand même un peu complexe parce que d'un côté, Trump, il avait quand même dit en fait dans sa campagne, il avait dit pendant son mandat que lui, son objectif, c'était de se focus sur les intérêts des États-Unis au niveau national, donc en fait s'occuper de l'intérieur, si vous voulez, des États-Unis et ne pas trop se soucier, éviter de se soucier des problèmes extérieurs d'autres pays. Donc, c'est-à-dire ne pas aller chercher déclarer de nouveaux conflits, aller chercher nouvelles embrouilles sur d'autres pays extérieurs et plutôt se focaliser sur les problèmes intérieurs du pays. Et c'est vrai que les États-Unis ils ont quand même un gros passé par rapport à ça. Déjà que ce soit juste avec le Vietnam où ils sont embourbés dans une guerre dans laquelle ils ont eu beaucoup de mal en fait, si vous voulez, à faire demi-tour et au final ça a été pas mal de pertes du côté des États-Unis sur cette guerre-là qui n'a pas du tout été entre guillemets rentable pour eux. Et il y a eu la même chose avec l'Irak, l'Afghanistan où pendant des dizaines d'années ils ont pu s'implanter dans le pays mais jamais réussi à vraiment le contrôler pour au final en sortir et pareil avoir énormément de pertes que ce soit au niveau financier, au niveau matériel, au niveau humain. Et là, en fait, il y en a beaucoup qui se disent, est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de refaire la même chose avec l'Iran? Et c'est vrai qu'on a eu le Venezuela où ça a été fait très rapidement. Et, ils ont capturé Maduro en l'espace de 24 heures et tout a été plié. Et du coup, peut-être, ça a donné un peu des ailes un peu à Donald Trump en se disant, tiens, on peut faire pareil avec l'Iran. Alors qu'en fait, l'Iran, c'est plus compliqué, quoi. C'est pas le Venezuela. Dans le sens où l'Iran, ils ont un fonctionnement qui est très différent. Où, en fait, les US, ils partent du principe que l'Iran, en fait, ils sont formés en une sorte de structure pyramidale, comme on retrouve assez régulièrement dans les États, où si tu arrives à dégommer la tête du réseau, et ben en fait, tu as tout qui s'effondre derrière. Et du coup, eux, je pense qu'ils sont un peu partis de ce principe-là, en se disant, voilà, ils vont en priorité dégommer leur leader suprême en Iran. Et au final, ils s'attendaient, je pense, à avoir un peu un château de cartes qui s'écoule. On voyait dans le discours de Trump qui disait voilà, aux Iraniens de reprendre le contrôle, de remettre un régime correct en place si jamais leur leader voilà, n'était plus présent. Et au final, c'est pas du tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, au niveau du régime iranien, c'est pas un système pyramidal qui est mis en place, mais c'est un système, si vous voulez, qui est ancré un peu à tous les niveaux de la société iranienne. Et le truc, c'est que j'avais vu un podcast qui expliquait que en fait, tu as 7 successeurs
déjà prédéfinis qui sont jamais au même endroit. Ça veut dire que si tu as voilà, le top des chefs iraniens qui décède, et ben, tu as le deuxième qui prend le relais. Et ensuite, tu as un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et un septième. Tu en as sept. Et sur les sept, bah, ils sont jamais au même endroit pour faire en sorte que s'il y en a un qui meurt, et ben, l'autre il soit toujours là. Et il y a aussi tout ce qui est leur croyance, en fait, leur religion. Dans ces pays-là, ils ont des croyances, des religions qui sont tellement fortes que ça passe au-dessus de leur. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais ça passe au-dessus de leur vie personnelle. Dans le sens où, eux, par exemple, ils sont persuadés que leur mort est déjà prédéfinie à l'avance et choisie par Dieu. Et du coup, peu importe comment ils vont mourir, ça veut dire que voilà, ça devait être comme ça et que ce sera pas autrement. Et du coup, même s'ils se font tuer par les États-Unis par une bombe ou autre chose, et ben voilà, ils l'acceptent parce qu'ils se disent que c'est comme ça et du coup, ils acceptent ça comme leur destin, comme quelque chose qui était déjà défini par Dieu à l'avance et du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux de envisager ça et de tout donner en fait, si vous voulez, de même donner leur vie pour maintenir en fait, si vous voulez, ce régime au pouvoir quoi. Et c'est un fonctionnement qui est, je sais pas si c'est bien ou moins bien, mais c'est un fonctionnement qui est très différent de ce qu'on a en Occident et surtout aux US. Et peut-être que ça a été mal jugé de la part des US. Du coup, ce qui rend le conflit un peu plus complexe. Et en fait, je pense que c'est un peu le même problème aussi qu'il y avait en Afghanistan et en Irak, où ils pensaient que ça allait être beaucoup plus simple que ce que ça l'était, mais en fait, derrière, c'est tellement des régimes qui sont ancrés dans la société que c'est pas aussi facile que ça pour les renverser. Mais bref, il y a tout ce problème voilà, par rapport au conflit entre les US et l'Iran, qui risque de s'embourber, je pense, avec le temps. Parce que là, on voit que clairement, bah, ils ont visé la tête, c'était leur objectif, et que voilà, ça s'est pas écroulé, donc ça risque d'être un peu galère. Du côté des relations de Trump, du coup, le fait qu'il commence à menacer Cuba, ça commence à faire beaucoup. Et en fait, s'il commence à être sur tous les fronts, ça va jamais le faire, quoi. Et du coup, tu as une question qui a commencé à émerger pas mal. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties par rapport à ça, surtout au niveau anglophone, mais aussi du côté francophone, ça commence à sortir, sur le fait de est-ce que Trump, et ça revient un peu au sujet qu'on avait sur Biden à l'époque, est-ce que Trump est en capacité actuellement intellectuelle et physique en fait de pouvoir gérer les USA et surtout gérer publiquement ce genre de discours parce que forcément on le sait très bien Trump il n'est pas tout seul derrière il y a une armée de général, de conseilleurs, je sais pas comment on dit, mais de personnes qui le conseillent par rapport à ce genre de décision. Mais c'est quand même lui qui est face au micro et qui dit publiquement ses discours. Et là, ce qui est en train d'émerger actuellement, c'est est-ce que Trump ne serait pas atteint de démence, en fait, intellectuelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'aurait pas commencé à avoir des pertes de mémoire, commencé à avoir voilà, moins de vivacité intellectuelle et il commencerait pas petit à petit à perdre la tête. Et ça va être marrant parce que enfin c'est pas marrant, mais c'est une théorie qui circule de plus en plus et qui peut avoir en vrai des points qui sont intéressants parce qu'il y a pas mal de choses qui sont montrées que Trump a du mal à gérer, il a mal à suivre comparé à ce qu'il était auparavant. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, parce que Trump, je crois, c'est le président le plus vieux actuellement. Il a 80 ans, il va avoir 80 ans. Et il est même plus vieux que Biden. Et Biden, on le voyait, qu'il était complètement fini, quoi. Genre, dans le sens où il arrivait même plus à marcher des fois, il tombait, il y avait des discours qui étaient complètement incohérents. Bon, Trump, je pense que c'est quand même moins le cas. Mais la question peut quand même se poser de se dire, voilà, est-ce qu'il y aurait pas aussi un peu de ça de ce côté parce qu'il attaque un peu de partout. Et parfois, il dit pas mal de choses contradictoires qui sont pas forcément à son avantage, quoi. Donc bon, à voir. De notre côté, par rapport au marché, si on a des conflits qui sont lancés de partout, que ce soit en Iran, que ce soit à Cuba, que ce soit Groenland, de partout, est-ce que vous voulez, avec les US, c'est pas le top, quoi. Donc ça, on attendait tous en mode, je m'en souviens en 2025, on était tous en mode, ou 2020-2024, on était tous en mode, ouais, Trump, il va nous sauver pour le crypto, il va être super bullish. Et c'était un peu le cas, mais en fait, à côté, s'il nous déclare des guerres dans le monde entier et qu'il fout le bordel au niveau mondial, bah en fait, ça, même s'il bouge sur Bitcoin, ça suffit pas, quoi. Bon, voilà pour ça. Tiens, je vous ai fait un retweet de ce post-là que je trouve hyper intéressant. En ce moment-là, je vais voir ce compte Brivael FR qui est intéressant. Bon, c'est quand même un axe assez, il est assez sur le libéralisme et centré, enfin, plutôt sur le capitalisme et le libéralisme, à ce que j'ai compris, et plutôt à être contre tout ce qui est le marxisme. Bon, c'est des termes un peu complexes, mais qui décrivent pas forcément des choses hyper complexes en vrai. Mais c'est intéressant. Là, franchement, il a fait un truc qui était intéressant par rapport à la croissance infinie dans un monde fini. Est-ce possible? Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que pendant longtemps, je pensais que il fallait qu'on réduise notre croissance au niveau de l'humanité, en fait, au niveau mondial, pour éviter d'avoir le problème en fait des ressources, des stocks finis qu'on a dans notre monde. Et qu'en fait, une croissance infinie ne peut pas se produire dans un monde fini. Et en fait, c'est
pas totalement vrai, c'est même plutôt faux. Et en fait, tu peux avoir une croissance infinie dans un monde fini de ressources. Bon, il y a beaucoup de justifications par rapport à ça, je vous laisserai regarder, en vrai, c'est hyper intéressant et ça fait part au débat qui est en ce moment, en France où j'ai l'impression que ça fait assez peur parce qu'en fait, sur Twitter, alors je sais pas si c'est le cas de partout dans la France, mais enfin si, les tensions augmentent par rapport à ça, mais sur Twitter, je le vois au fur et à mesure des années, on a de plus en plus une polarité qui se fait en fait entre la droite et la gauche, où tu as les extrêmes du coup qui se renforcent, que ce soit du gauche et de la droite, et de plus en plus euh, de tensions, si vous voulez, entre l'extrême gauche et l'extrême droite, qui fait que plus on se retrouve dans des tensions au niveau des deux extrêmes, plus tu as de chances d'avoir une fracture sociale en fait. Et ça, c'est pas fou, parce qu'en général, la fracture sociale, ça emmène des économies et des pays qui s'effondrent en fait, parce que ça peut pas fonctionner. Donc bon, sujet un peu complexe, je suis pas forcément ultra calé pour parler de ça en détail, mais j'invite à lire ce tweet, c'est intéressant. Et il y a quelques rapports aussi avec les marchés, avec l'économie. Ensuite, tiens, on a Google qui a découvert un moyen de réaliser une attaque avec beaucoup moins de ressources quantiques. Ça, c'est intéressant parce qu'on en parle depuis longtemps. Je crois que j'avais fait une vidéo peut-être en 2020, donc il y a bien 6 ans, sur ce sujet-là, sur les ordinateurs quantiques. Il faut dire que c'est pas nouveau, ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on en parle. En gros, l'un des problèmes qu'on a au niveau de la blockchain, c'est qu'on a peur qu'un jour, on puisse résoudre les problèmes de la blockchain en faisant une attaque avec un ordinateur quantique. Et du coup, en fait, si on pourrait déchiffrer ça, bah, du coup, ça casserait en fait la blockchain qu'on pourrait avoir sur pas mal de blockchains, et y compris éventuellement sur Bitcoin. Mais bon, on est loin de ça parce qu'en fait, on a plein de solutions qui arrivent pour migrer sur certains protocoles et éviter ce genre de problème. Et surtout, on a encore un peu d'avance. Mais ce qui fait peur, c'est que on a vu qu'en fait, au final, les ordinateurs quantiques pouvaient plus rapidement résoudre ce qu'on pensait qui allait être plus long à résoudre, quoi. Et là, Google, ils ont fait un truc assez malin, c'est qu'ils ont divulgué le fait qu'il y avait la possibilité de le faire sans donner la solution. Et du coup, en fait, ça permet aux gens du secteur, aux gens de la blockchain, de mettre plus d'énergie et de solutions pour contrer ce genre d'attaque quantique, quoi. Mais bon, quelque chose à surveiller quand même. Je pense pas que ce sera un problème dans le futur, parce qu'on va forcément l'anticiper en fait. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, à suivre au fur et à mesure. Allez, on passe sur les graphiques. J'ai pas mal de choses intéressantes à vous dire. Alors déjà, regardez ça. Rappelez-vous le petit scénario qu'on avait vu ensemble par rapport à la FSG Daily. Hop, en gros, je l'ai ici, ça date du 23 mars. J'avais expliqué que l'objectif, rappelez-vous, c'était on vient de chercher la FSG là, hop, on rebondit. Et en fait, quand on était ici, l'objectif c'était de venir combler la FSG Daily entre les 71 et 73 000 dollars et ensuite corriger assez fort. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif. Et du coup, j'avais parlé du fait que j'avais placé des ordres ouais, sur BTC en short, donc 3 ordres sur ce niveau-là. Et c'est plutôt bien passé parce que, regardez ça, on est venu, donc ouais, on avait la petite FG là, hop, on est venu donc rebondir, on est venu dans la FG Daily et ensuite, bam, on a commencé à bien corriger, bien fort. Du coup, j'ai un ordre limite qui a été pris parce que, regardez ça, j'avais 3 ordres dans la FG, juste le premier qui a été pris, donc un ordre limite qui a été pris. Et là où j'ai géré, c'est que j'ai ajouté dans la petite FG, on avait une petite FG Daily ici en 5 minutes, j'ai ajouté la position là sur les 71 400 dollars en short, en market. Et du coup, je me suis retrouvé quand même avec 2,7 PTC de position, donc c'est pas mal. Et on a commencé à bien corriger. Et une fois que du coup on a bien corrigé, on a commencé à bien dump, j'ai expliqué un peu le rebond qu'on pouvait avoir sur BTC. C'est-à-dire que là, je dis, je vois bien ce genre de scénario sur BTC. On a encore une FG daily à combler vers les 69-70 000 dollars. Pourquoi pas ajouter de la position en short si on revient dans cette zone? En gros, ouais, là, donc on était ici, rappelez-vous, on visait donc hop la baisse, on vient chercher la petite FG daily ici, hop, on remonte, et rappelez-vous, on visait du coup le rebond, où là, du coup, j'ai ajouté la position en short dans cette FG daily et en market ici. Derrière, bam, on chute très fort, on retourne aux 64 000, c'est parfait. Et sauf que, comme à chaque fois, en fait, c'est toujours pareil avec l'FG, c'est-à-dire que tu corriges, tu crées une FG, tu reviens combler. Ensuite, une fois que tu as comblé, paf, tu redescends. Et tu recrées une FG, parce que tu as des grandes bougies rouges. Et du coup, tu reviens la combler. Et ensuite, paf, tu redescends, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tant que tu continues ça, tu es toujours dans une tendance baissière. Et le jour où tu passes au-dessus de la FG, par exemple, qu'on a ici, et ben en fait, tu commences à casser la dynamique et à repartir en tendance haussière. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt d'être haussier, d'être en longue, parce qu'on est clairement dans une tendance baissière, vous voyez. En plus, si on dézoome, on a toujours ce gros range avec la déviation de liquidité à la hausse ici, donc plus de chances de casser ça à la baisse. C'est pour ça que du coup, je suis plutôt positionné en short sur BTC. Et donc, pourquoi là je visais un petit rebond à court terme? Parce que regardez ça en 4 heures, du coup là, hop, on a une chute, mais en 4 heures, on a une petite divergence hop, du récit. Un récit qui monte, un cours qui descend légèrement. On a une mèche qui est venue chercher les liquidités. On a vraiment fait un point bas, on a rebondi, on a allé chercher une mèche, paf, bien bas, pour aller chercher toutes les liquidités qu'on a laissées en dessous. Donc, comme j'explique ici en H4, on est venu chercher un plus bas avec une belle mèche pour sortir les stop loss des longues. Donc, l'objectif, c'était de tous les longs qu'il y avait ici, et ben, sortir leur stop loss pour ensuite remonter.
Et ça, c'est typique, le genre de mèche qu'on fait avant d'avoir un rebond. Et du coup, ce que j'explique, c'est que maintenant, ce serait pas déconnant d'avoir un rebond là, sur plusieurs jours pour aller aux 69 000, 70 000 $ et ensuite commencer à corriger. Et du coup, c'est plutôt impressionnant parce que regardez bien ce petit graphe et regardez maintenant le cours. Bah, c'est exactement ce qu'on a fait au final. C'est assez impressionnant, mais regardez ça. On avait notre grosse bougie verte ici, on essaie de viser du coup rebond, voilà, on monte, etc. On va chercher les 69 000 et après on commence à corriger. Et vous voyez que ça marche extrêmement bien parce qu'on a eu en plus la petite correction, hop, on remonte, on vient pile les chercher, comme on l'avait vu ici, le bas de la FG vers les 69 000. Et ensuite, l'objectif, bah, c'est de corriger et de refaire un plus bas. Et ouais, pour l'instant, on vient de très fortement, là, sur les dernières heures, accélérer la baisse. Et donc, ça pourrait être parfait, en fait, bah, de faire le scénario que je vous ai montré ici. Tout simplement, voilà, monter progressivement, aller chercher les FG et ensuite, bam, commencer à chuter, voilà, beaucoup plus fort ici. Donc, voilà, très, très propre pour ça. Et quand on dézoome, vous voyez, c'est encore une fois, bah, toujours ce même schéma où, en fait, bah, on vient corriger, on crée la FG là, du coup, on vient la combler, on vient corriger, on recrée une FG, on vient la combler, etc. Du coup, là, on revient corriger, on risque de recréer une FG ici, qu'on reviendra combler et qu'on recorrige. Et du coup, ce qui fait que, bah, tout simplement, on a notre tendance baissière qui se forme au fur et à mesure. Après, encore une fois, ça va pas faire ça à l'infini, hein. Du coup, au bout d'un moment, il faut surveiller, hein. Si un jour on a comme ici par exemple, une FG, une IFVG, donc on clôture au-dessus de cette FG-là, on peut avoir du coup un retournement de tendance qui se forme. Mais dans la posture dans laquelle on est actuellement, où ben, en fait, on a, vous voyez, le gros range qui s'est mis en place ici, hop, avec la chasse de liquidité ici, donc hop, voyons range, on vient chercher liquidité, et ensuite l'objectif du coup c'est de casser ça à la baisse. Exactement au final, comme on avait sur notre Cabbons à 98 000, après le même style de scénario, où tout simplement on range là, hop, 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 on vient chercher la liquidité, et ensuite là, paf, direction, la baisse. Moi, c'est ce que je vise toujours de mon côté. Après, encore une fois, c'est des scénarios qui peuvent changer, hein, suivant comment ça se passe au milieu du cours, mais pour l'instant, je vois pas je vois pas un retournement de tendance se former où on vient chercher, si vous voulez, des plus hauts. Pour l'instant, c'est pas le cas. Après, là où je me méfie, c'est que vous voyez, vers les 60 000 ici, on peut très bien, souvent en fait, quand on va poser un bottom, ce qui se passe, c'est qu'on pose le bottom en 2 fois. On ne pose jamais en une fois. Ouais, à chaque fois, par exemple, là, regardez, on est venu poser un bottom et on est revenu le tester une deuxième fois. Et là, logiquement, on aurait pu repartir. Après, bon, on a eu FTX, mais je pense que là, on aurait pu poser notre bottom en 2 fois, comme ici, si jamais il n'y avait pas eu FTX. Même chose ici, si vous voulez, regardez en weekly, on a eu un premier bottom, puis une deuxième petite correction avant de repartir. Et même quand on zoome en daily, à mon avis, on le voit bien aussi. Ouais, là, on le voit encore mieux en daily, où en fait, on vient, hop, poser un premier bottom, et après, on vient de chercher une deuxième fois avant de repartir. Ouais, même chose ici en 2018, on vient, hop, tester une première fois, deuxième fois, etc. Et du coup, le truc, c'est que je me dis que, imaginons, on a le bottom là sur les 60 000 $, et ben en fait, dans tous les cas, ce qui est très probable qu'on fasse, c'est que du coup, on vienne chercher une première fois, hop, et là, on vient chercher une deuxième fois, un deuxième plus bas comme ça. Et du coup, stopper mon trade, mon short ici, ça peut être intéressant parce qu'en fait, même si du coup, on pose un bottom et après on repart à la hausse, et ben au moins, je peux couper mon short quasi plus bas. Et si derrière, on vient complètement chuter, et moi, ce que je compte faire, c'est voir en fait, au fur et à mesure, comment ça se déroule par rapport à BTC. C'est-à-dire que si on vient chuter très fort d'un coup comme ça, on passe tous les 60 000, et je ne mettrai pas de TP à 60 000, mais si on vient chuter assez fort, bah, je mets mon stop loss en fait au-dessus des 60 000. Et du coup, si on vient dégueuler direct, parce qu'en général, quand on casse plus bas, ouais, on accélère très fort à la baisse. À chaque fois, c'est ça. Du coup, si on casse plus bas, on risque d'accélérer très fort à la baisse, pareil. Et donc, si je mets mon stop loss là, on a peu de chances de revenir le chercher. Et du coup, je pourrais laisser dérouler en fait mon short à la baisse. Et si par contre, on fait voilà, le bottom à 60 000 et on remonte, voilà, je couperai mon short pour avoir mon TP ici. Autre chose, tiens, sur BTC que je vais vous montrer, c'est que du coup, on avait deux FG. Donc, on avait celle-là qu'on est venu combler en daily et celle-là que du coup on est venu toucher. On a une autre FG daily, mais cette fois-ci à la baisse, qui est ici. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une FG dans laquelle on peut venir poser un prochain bottom avant de remonter, rechercher la FG qu'on a laissé par exemple ici, avant de retomber. Ou alors même de poser un bottom avant de casser la tendance. Mais cette zone, elle est intéressante parce que ça peut être un endroit pour prendre des TP si vous êtes en short, ou même éventuellement avoir un petit rebond. Dans ce niveau-là, ça peut clairement se faire. Du coup, au niveau de mes trades, j'ai ajouté, parce que dans mon tweet où j'ai expliqué que mon objectif c'était ajouter la position, et il y en a encore une FG, pourquoi pas ajouter la position en size, en short, si on revient dans cette zone. Du coup, mon short que j'ai sur BTC, je ne l'ai pas touché, et je l'ai toujours pareil, à 17 000 de PNL, avec ma moyenne d'entrée qui est à 73 000 $ de base. Elle était à 74 700, j'étais rentré ici, mais je l'ai descendu progressivement parce que je suis rentré sur les rebonds qu'on a eu là. Mais du coup, je le touche pas, je laisse mon stop loss ici à 72 000 au cas où si on revient plus haut, et ouais, ça me laisse de la marge parce que du coup, si on vient
revenir dans les FG, bah, j'ai de la marge et même si on passe au-dessus de la FG et on fait une mèche et on redescend, bah, pareil, j'ai de la marge et en fait, je me fais stop loss uniquement si on vient chercher un plus haut du coup et on inverse sa tendance pour repartir en tendance haussière. Donc voilà, ça c'est pour mon trade, mon gros trade que j'ai sur BitGet et d'ailleurs, regardez ça sur BitGet, on est le 2 avril et j'ai toujours mon compte qui est en place. Donc n'hésitez pas à aller checker votre compte si vous l'avez encore. Mais moi, vu que j'ai changé mon adresse pour mettre résidence fiscale maltaise, bah, du coup, c'est passé. Et du coup, le deuxième truc que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, je vais mettre un deuxième short. En fait, au lieu d'ajouter la position à mon short que je veux pas bouger en termes de stop loss, bah, en fait, j'ai ajouté un deuxième short et j'ai trop le seum parce que regardez ça, j'ai mis mon ordre limite ici, ici et ici. J'en ai mis trois ordres limites dans la FG et on s'arrêtait juste avant, quoi. Alors que sur mon graphe sur Twitter, j'avais bien fait quand même le dessin comme ça en bas de la FG avant de descendre. Mais bon, c'est pas grave. Je suis déjà en short, c'est déjà bien. Et ça aurait été juste un petit bonus en plus. Ce que je me dis qui est faisable qu'on fasse, c'est qu'on vienne chercher plus fortement la FG. Franchement, c'est pas ce que je privilégie, mais c'est pas impossible. C'est-à-dire que, ouais, par exemple, ici, la FG, on est juste venu la toucher rapidement ici. Mais on n'est pas venu complètement, vous voyez, la combler. Et en fait, là, du coup, on pourrait dire la même chose, qu'on n'est pas venu complètement la combler, et du coup, on pourrait revenir la combler complètement avant de corriger. Mais juste une petite touche comme ça, pour moi, ça suffit à être comblé. Donc, en plus, là, on se fait rejeter assez fort. Donc, je privilégie plutôt le fait que ben, on aille chercher un plus bas et qu'on aille chercher dans cette zone-là vers les 64 500 $, on a une FG daily à aller chercher, que le fait qu'on revienne tester la FG avant de corriger. Mais bon, il faut quand même l'avoir en tête au cas où si ça arrive. Donc, ouais, pour ça, après, comme d'hab, si jamais voyez, on corrige très fort, rappelez-vous, toujours les mêmes targets, c'est-à-dire qu'on prend les Fibonacci et vous voyez, quand on prenait le plus haut au plus bas, alors, je fais n'importe quoi, quand on prend du plus haut au plus bas ici, vous voyez, à chaque fois, on vient chercher sous les 0,786, à chaque fois, c'est la même chose. Et là, rappelez-vous, si on reprend encore une fois ce retracement de Fibo, ici à ici, bah oui, les 0,786, ils sont aux 40 000 $. Ils sont ici. Et donc, oui, on a encore de la marge. Et là, je suis pas sûr qu'on ira jusqu'à là, mais ce que je pense qui est sûr, c'est qu'on peut refaire un plus bas et aller chercher un autre bottom ouais, dans cette zone entre les 40 et les 60 000. Et donc vers les 50 000, ça peut être une zone qui peut être super intéressante de faire un bottom. Après, tout ce qu'il y a en dessous, personnellement, moi je l'achète à fond, comme j'expliquais. L'objectif de mon short, c'est de me hedger en fait. Plus on descend, du coup, plus je prends de l'argent sur mon short, et plus du coup, quand je vais le cut, et ben, j'aurai la liquidité disponible pour acheter du BTC en spot, tout simplement. Donc ouais, pour ça, rapidement, alors, Coin, ça n'a rien de dépasser. Je voulais passer le dollar parce que les gigas intéressants. Et ça, on a le retest. Alors là, je pense que ça commence de plus en plus à chauffer. Il y a moyen que ça commence à break ça par le haut. Et ça va être une accélération directe pour BTC à la baisse. Sûr et certain, en gros, en weekly, rappelez-vous, on a ce petit range là sur le dollar. Rappelez-vous, comme d'hab, on a une corrélation très forte entre le dollar et Bitcoin. Quand on a un dollar qui monte très fortement, on a un BTC qui chute très fortement. On a juste à le voir, vous voyez, durant la phase de 2022, on a fait que monter. Bah, Bitcoin, ça a été un gros bear market sur tout 2022. Et inversement, quand on a le dollar qui descend, on a souvent le BTC qui monte, vous voyez, comme en 2023. Ou même en 2021, vous voyez ici, 2020-2021. Et là, du coup, depuis quand même, ouais, depuis mai, donc ça fait, ouais, c'est c'est vraiment des longues time frames. Depuis quasi un an, on est dans ce range-là où juste on monte, on descend à court terme, mais il n'y a pas de direction claire du dollar. Et en fait, on est vraiment dans cette phase de range. Il y en a beaucoup qui disent qu'on est dans un range pour paf, casser plus bas. Moi, je vois plutôt ça comme une sorte de bottom de la part du dollar pour monter plus haut. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une première touche ici, une deuxième, une troisième, et là, une quatrième. Et en fait, au bout d'un moment, ça va casser. Et du coup, on se demande quand ça va casser. Sauf qu'on est tellement sur des grandes unités de temps qu'on peut très bien, vous voyez, corriger ici, hop, et au final casser ici, et au final ça va mettre 6-7 mois de plus, c'est-à-dire que là ce sera en septembre que ça a cassé. Mais dans le contexte actuel, ça ne voudrait pas avoir un dollar qui remonte et avoir un break là qui se fait sur les prochaines semaines. Donc c'est pas encore le cas, mais ça sera vraiment à surveiller. Et si vous voyez que là on a une bougie weekly qui passe au-dessus de celle-là et qui commence à break ce niveau-là, là pour être sûr qu'on va avoir une accélération du dollar et que derrière on va avoir un Bitcoin qui va encore plus corriger. Du côté des marchés traditionnels, c'est pas la folie non plus. Vous voyez, on a vraiment une correction qui se met en place du côté du Nasdaq et de l'S&P. Ça, c'est vraiment le truc qui me faisait le plus peur à l'époque, quand on était sur les plus hauts, de me dire qu'on avait des S&P et des Nasdaq qui étaient sur les plus hauts, alors que BTC était déjà en train de corriger. Et que du coup, si on prenait une correction sur les S&P et Nasdaq, c'était impossible qu'on ait un BTC qui arrive à rebondir. Et du coup, ce qui est en train de se passer. Et là, le truc, c'est que c'est pareil. C'est-à-dire que je suis en weekly, on est sur des grandes unités de temps, et en fait, vous voyez, ce genre de correction, bah, ça peut durer comme ça, genre pendant quelques mois, comme ça peut durer ici pendant, pareil, quelques semaines, quelques mois, comme ça peut durer ici pendant une bonne année, quoi. C'est le problème, et c'est qu'on n'en sait rien. Mais le truc qui est sûr, c'est que plus on a des marges traditionnelles qui baissent, plus on a une corrélation qui se forme aussi par rapport à BTC, qui empêche BTC de repartir. Parce que si on n'a pas les liquidités entrantes sur les marges traditionnelles, on n'aura pas de liquidité entrante sur les risques comme BTC, ça c'est sûr.
Le truc qu'il faut faire gaffe, le piège qu'il faut faire gaffe et que je vois beaucoup encore, c'est de se dire qu'il y a une décorrélation de BTC par rapport au marché traditionnel. Parfois ça arrive, mais ça arrive sur quelques jours, quelques semaines, grand maximum. Et en fait, ça c'est un vrai piège parce que souvent ce qui se passe, c'est que on a un BTC qui corrige en premier. On a les marchés traditionnels qui, eux, mettent un peu de temps, mais au final qui commencent à corriger. Et en fait, une fois que les marchés traditionnels commencent à corriger, lui, BTC, vu qu'il a déjà bien corrigé, en fait, des fois, il y a des petits rebonds court terme, comme ça. Et en fait, les marchés traditionnels continuent un petit peu à corriger. Et en fait, du coup, tout le monde se dit, ça y est, c'est la décorrélation de BTC face au marché traditionnel. Et ça, je l'ai vu, les gars, mais tellement de fois depuis, je sais pas, depuis 10 ans que je suis dans les cryptos, j'ai vu plein de fois. Et en fait, il faut pas penser que BTC il va se décorréler des marchés traditionnels, parce que plus on avance dans le temps, plus BTC est corrélé au marché traditionnel. Parce que tout simplement, les gens qui investissent dans BTC, c'est des gens qui viennent de plus en plus du monde des marchés traditionnels, en fait. Ils viennent du monde traditionnel au niveau des marchés. Et du coup, ce qui fait que plus on a des mecs des marchés traditionnels qui viennent dans Bitcoin, plus du coup, ils relient en fait leur portefeuille de Bitcoin au marché traditionnel. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand ils font un hedge de leur portefeuille, et ben ça le corrèle, tout simplement. Et quand tu as un BTC qui chute complètement, et que tu as un marché traditionnel qui bouge pas, et ben ils vont vendre leur marché traditionnel pour acheter le BTC, pour mettre la balance, pour rétablir la balance, si vous voulez. Et c'est la même chose que ce qu'on a eu par exemple pour le Covid. Pour le Covid, on avait des marchés traditionnels qui se pétaient la gueule de fou, et on avait un Bitcoin qui bougeait pas. Parce que les gens étaient en mode, ouais, vers le refuge et tout, ça va péter. Et sauf que le truc, c'est que tous les mecs qui étaient sur les marchés traditionnels avec leur portefeuille qui baissait, en fait, ils vendaient leur Bitcoin parce que ça bougeait pas pour racheter des marchés traditionnels et du coup équilibrer en fait leur portefeuille comme ça. Et du coup, ce qui a fait que ça corrélait les deux et que BTC, paf, il a plongé avec l'S&P. Et tu vois, là, c'est la même chose. Vu qu'on a encore beaucoup, de plus en plus de mecs qui viennent des marchés traditionnels et qui viennent investir sur BTC, ça corrèle de plus en plus le BTC au marché traditionnel, tout simplement. Et du coup, le piège que je disais, c'est que là, on a un petit rebond sur BTC. Pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, tout le monde dit ça y est, ça décorrèle de l'S&P, on va repartir. Et en fait, finalement, c'est juste un rebond de tendance baissière. Et derrière, si tu as l'S&P qui continue à baisser, en fait, BTC va prendre encore plus cher à la prochaine baisse, tout simplement. Et c'est pas parce qu'il y a ce petit rebond que ça fait que ça se décorrèle des marchés traditionnels. Donc voilà, dans l'ensemble, tableau plutôt baissier pour l'instant sur Bitcoin, ça n'a pas changé. Bon, à court terme, on peut encore avoir ce petit espoir d'aller chercher une sorte de double bottom ici et de repartir. C'est pour ça que j'irai coach, je pense, mon trade dans ces zones-là, à voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que perso, si je devais miser sur un scénario, ce serait quand même plus le scénario du voilà, on a le range, on vient chercher l'équité ici, et on vient, hop, chercher l'équité, là, on vient péter ça à la baisse. Et quand on va péter ça à la baisse, on accélère faire la baisse, et on va chercher un bottom plus bas. Je pense pas que le bottom il est à 60 000, ça ferait vraiment en sorte qu'on ait un mini bear market en fait, et c'est même pas cohérent, je trouve, par rapport à la macro dans laquelle on est actuellement. Et vous voyez, quand on dézoome, juste à regarder la baisse qu'on a, en plus là je suis en logarithmique, par rapport à la hausse qu'on a eue, les gars, on a encore de la marge. C'est-à-dire que là, vraiment, on est plus sur, pas une correction, parce que les corrections de bull run, c'est plutôt ça, mais on est sur une double correction. Mais un bear market, c'est c'est x10 de la correction, en fait. Et là, logiquement, quand on regarde juste une hausse comme ça, proportionnellement, on peut avoir comme une baisse qui vient un minimum par là avant de repartir. Et du coup, on peut clairement avoir un bottom entre, je sais pas, les 36 000 jusqu'aux 50 000 dans cette zone qui peut arriver. Plutôt ce que je vise, en tout cas, de mon côté. Allez, je finis avec le commentaire du jour de Théo qui nous dit « Merci pour ta réponse, mais tu n'as pas répondu à ce que tu pensais pour l'avenir du BGB. » Et ça, la dernière fois, je vous ai parlé du coup de BitGet, mais tu m'as mis BGB dans ton commentaire et j'ai oublié de le passer. Du coup, justement, on va aller le voir ensemble. Ah oui, et du coup, juste avant BGB, n'hésitez pas du coup à aller checker de l'autre côté si BitGet ça marche. Parce que peut-être si vous avez changé votre résidence fiscale ou si vous êtes localisé ailleurs, je sais pas comment ça marche, et peut-être que votre compte marche. Je sais que pour moi, il marche. Donc n'hésitez pas à aller check. Dans tous les cas, si ça marche pas, moi, je vous invite à aller sur Kraken, que je vous mettrai en description, qui est régulé AMF, du coup, vous n'aurez pas de problème de ce côté-là. Et sinon, du coup, pour revenir sur le BGB, qui est du coup le token de BitGet, qui était du coup le gros pari, enfin un des gros paris que j'ai fait pour ce Bull Run 2025, qui a extrêmement bien marché, où en gros, j'avais accumulé pas mal de BGB sur les 18 centimes ici, et sur lesquels j'ai pris un énorme, je sais même plus combien c'est peut-être un x40, un truc comme ça, c'était assez balèze. Ouais, c'est ça, 4008, donc un bon x40, x50, et sur lequel j'ai pris d'ailleurs beaucoup de profit durant toute la montée ici, et vraiment j'ai fait une masterclass d'être rentré là et d'être sorti là. Ça m'a aidé d'ailleurs de pas mal cash out dans l'immobilier grâce à BGB, ça c'est cool. Mais après, comme d'hab, je fais d'autres erreurs, c'est-à-dire que souvent j'arrive à prendre des très bons TP, mais le problème c'est que je le réinjecte dans d'autres merdes, dans d'autres altcoins qui chutent en fait. Et du coup, au final, le TP que j'ai pris là, il sert à rien pour le réinjecter dans d'autres trucs qui chutent, quoi, tout simplement. Mais bon, ça c'est un autre sujet. BGB, il est intéressant parce que, en fait, pourquoi j'avais fait ce pari-là de BGB? Parce que en 2018-2019,
et j'avais commencé à accumuler pas mal de BNB en fait. À l'époque, j'ai accumulé pas mal de BNB dans le range. Il faut que je me souvienne. En fait, il y avait une sorte de range avant le bull run qui était. J'ai perdu un connerie, mais je crois que c'était vers les 15 $. Enfin, je check. Parce que ça fait des années et c'était. Hop. Ouais, c'est exactement ça. Regardez, c'était ici. Et en gros, toute hop, cette phase-là, si vous voulez, sur BNB, tout ce range-là, vous voyez, et j'avais accumulé pas mal de BNB. Parce que je m'étais dit, ok, Binance, c'est les plus gros. Ça va être sûrement les plus gros pour 2021. Et du coup, miser sur le token BNB, c'est miser sur la croissance, en fait, si vous voulez, de Binance. Et du coup, j'avais fait ce pari-là de me dire, voilà, j'accumule pas mal de BNB et c'était surtout c'est ça, dans la moyenne d'achat vers les 15 $. Et du coup, et donc, durant toute cette phase-là, de 2019 à 2020, j'ai accumulé des BNB qui m'avaient extrêmement bien marché parce que derrière, on avait explosé et on était monté voilà, plus de 600 $. Du coup, j'avais pu TP progressivement. Et même après, au final, quand on était allé en bear market, vous voyez, on n'avait pas tant corrigé que ça, c'était resté très solide. Et du coup, j'avais pu prendre un bon profit sur BNB, même si pour l'instant, j'en ai quasi plus de BNB, j'ai tout vendu. Et oui, ce qui est intéressant, c'est que regardez, la charte de BNB, elle est quand même très très solide. Hein, parce que vous voyez, le bear market qu'on a eu en 2022, comparé à la hausse, ça reste très correct. Et derrière, vous voyez, belle accumulation, on va chercher un plus haut. Et là, oui, on corrige, mais au final, on corrige sur les niveaux qu'on avait en 2024, donc ça reste très correct. Mais bref, voilà. Et du coup, pour BGB, je m'étais dit la même chose. Je m'étais dit, vu que ça avait marché pour BNB au cycle précédent, pourquoi je ne referais pas la même avec BGB, avec BitGate qui est en pleine ascension et qui risque de prendre pas mal d'ampleur dans ce bull run. Du coup, j'ai fait la même. Ça a très très bien marché aussi. Est-ce que le BGB est mort? Je pense pas. C'est parce que, en fait, là, il faut dire que la restriction qu'il y a de BitGate par rapport à l'AMF, par rapport à la France, c'est uniquement pour la France. Et si vous voulez, le marché français pour BitGate, il est minuscule. Enfin, genre, c'est pas. Enfin, c'est quand même conséquent, c'est pas à négliger, mais c'est pas du tout représentatif de leur marché global. Et du coup, c'est pas parce que la France restreint, si vous voulez, BitGate en France, que ça va impacter leur, euh, leur échelle internationale. Et du coup, ça n'a pas forcément impacté le BGB non plus. Par contre, ce qui impacte forcément le BGB, c'est le bear market. Hein. C'est sûr, après une hausse aussi forte à un gros x50, forcément on va corriger. Derrière, ce qui est intéressant à voir, c'est la résilience de BGB par rapport à sa correction. Voir si ou pas, il va nous faire comme BNB, s'il va réussir à nous poser voilà, un bottom pas trop bas et à commencer à ranger puis refaire des plus hauts assez rapidement, ou s'il va faire un peu comme la plupart des altcoins et corriger direct très fort. Je pense qu'il va plutôt suivre alors il sera jamais aussi fort que BNB parce que voilà, BNB avec tout ce qu'il y a Binance Smart Chain et tout ce qu'il y a derrière avec Binance, le buyback, etc., c'est tellement fort que c'est dur d'avoir un token qui descend trop. Et donc là, BGB, je pense pas qu'il sera aussi fort que le BNB, mais déjà, on voit que, vous voyez, par rapport à la hausse qu'il a eue, il n'est pas sur une correction comme la plupart des altcoins qui sont là, ou même voire sur un plus bas. Il reste quand même assez résilient, je trouve. Et pourquoi? Parce que c'est des tokens qui ont une vraie utilité, dans le sens où, quand vous avez des tokens de plateforme comme ça, qui sont très populaires, et ben en fait, c'est des tokens qui vont toujours avoir l'utilité à être achetés et à être utilisés sur la plateforme. Et du coup, c'est toujours intéressant dans holder. C'est pour ça que je trouve que sur le token, c'est bon pari. Après, le problème, c'est que maintenant, il faut réussir à repérer les prochaines plateformes émergentes, comme ça, les prochains stakes qui ont bien marché dans le futur pour les prochains cycles, mais on est quand même dans des configurations différentes. C'est-à-dire que là, actuellement, est-ce qu'il faut se dire que les SEX, donc les BitGet, Binance, Bybit, ce genre de plateformes, seront toujours les premières sur le marché pour les prochains cycles? Ça, c'est moins sûr. Parce que maintenant, vu qu'on a les DEX, on a les Hyperliquid, on a les Aster, ce genre de DEX qui arrivent, ben, on est peut-être à l'aube d'une disparition, enfin pas de disparition, mais d'une part de pourcentage d'une marché qui est pris par les SEX qui va réduire considérablement et qui va être pris par les DEX. Du coup, peut-être que le pari de se dire de miser sur le prochain coin d'un index, c'est pas forcément bon. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de target en vue, mais si j'en ai une, je vous le dirai bien sûr. Après, du coup, pour te répondre à ta question, est-ce que le BGB est impacté donc, par la restriction en France? Non. Ça, c'est. Enfin, un petit peu, mais c'est très léger. Est-ce que derrière, il risque de corriger plus fort? Bah, sûrement, parce qu'il va suivre le bear market. Après, comme on le voit ici, il est plutôt résilient par rapport à la hausse qu'il a eu en bull run. Et qu'en vrai, s'il nous fait un bottom dans cette zone-là, dans toute cette zone qu'il y a ici, ça reste très correct. Et ça reste un token qui va pas mourir, si vous voulez, pour ce cycle-là. Et qui va sûrement repartir sur les ATH pour le prochain cycle. Donc voilà, mais par contre, pareil, BGB, et comme le BNB, j'ai plus aucun token. J'ai tout vendu. Est-ce que je vais en récumuler? C'est possible, c'est fortement possible. Et il est fort possible que je trouve aussi un autre token d'une nouvelle plateforme, très similaire, mais qui est plutôt émergente, qui est moins connue et qui fait que je puisse me positionner dessus. Parce qu'à l'époque, du coup, justement, j'aurais pu récumuler du BNB, mais je m'étais plus positionné sur BGB parce qu'il était beaucoup moins haut en capitalisation. Et du coup, j'ai un multiple beaucoup plus intéressant à aller charger. Et ça a été plutôt bon pareil parce que le BNB, en fait, si j'avais accumulé ici, au final vers le bottom, hop, jusque ici, ouais, j'aurais fait 500%. Et c'est pas mal, mais comparé
au 5000 au 5000%, c'est combien? 50 000 je crois, de BGB, ça a rien à voir. Ouais, 4000%, pas 50 000, je dis n'importe quoi. De 4500% de BGB, ça a rien à voir. Mais parce que forcément, c'est la même performance qui a fait que BNB au final en 2021, qui était un peu plus nouveau quoi, avec moins de capitalisation. Donc voilà pour ça. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout d'aller check mon Twitter parce que je vous mettrai à jour qu'est-ce que je fais par rapport à mes trades et qu'est-ce que j'envisage comme analyse court terme. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à passer l'inscription et moi je vous dis à plus. Ciao!